상계学生 소개 전한다. 장주 파도 다는教소체. 다게 진소기에 초는 게 로라벤지 상계 조바. 상계学生 소개 전한다. 장주 파도 다는教소체. 다게 진소기에 초는 게 로라벤지 상계 조바. 상계 学生 소개 전한다. 장주 파도 다는 教소체. 다게 진소기에 초는 게 로라벤지 상계 조바. 관계 도저히 손에 다와던 제 방배지를 담배주는 된장과 고당대 하자들 Existant ou il n'existait plus. Donc le véhicule de la libération individuelle était, était en train de se répandre en Inde à cette époque-là. Donc les écoles du petit véhicule, donc l'école de libération individuelle, étaient donc les Vaibhashika et les Sautantrika à l'époque du Bouddha. Donc ils se sont vraiment donc développés à l'époque du Bouddha, mais le Mahayana n'existait pas encore. 400 ans donc après le parinirvana du Bouddha, donc Arya Nagarjuna est arrivé au deuxième siècle et il a expliqué donc le Madhyamika. Et à ce moment-là, donc les Sautantrika et les Vaibhashika étaient vraiment étonnés de cette, par les thèses de cette école et ils ont soulevé donc des objections contre cette école, contre les Madhyamika. Il y avait de nombreux érudits des écoles Vaibhashika et Sautantrika, donc, et leur manière donc d'exprimer les 16 aspects des quatre nobles vérités, on pourrait dire, étaient assez grossiers. C'était des explications assez grossières de la façon d'expliquer les 16 caractéristiques. Donc, par exemple, dans ces caractéristiques, on dit vide et non-soi. Mais donc, ce non-soi, en fait, était uniquement exposé par rapport à l'enseignement du premier tour de roue. Donc, il n'a pas mentionné, donc, à cette époque-là, le Bouddha n'a pas enseigné l'aspect subtil des quatre nobles vérités. Donc, donc, quand on parle ici de caractéristiques du vide et non-soi dans les quatre nobles vérités, vide, ça veut dire donc vide d'une existence autonome. Et quand on dit non-soi, c'est l'absence d'existence d'un soi autosuffisant. Donc, c'est pas l'aspect le plus subtil qui va être exposé dans le deuxième tour hein, de roue. Donc, où on parle d'absence d'existence par ses propres caractéristiques. Mais ça, donc, ce n'est pas admis encore, c'est le non-soi, ce n'est pas encore admis par les Sautantrika et par les Vaibhashika, qui eux n'adhèrent qu'à une forme, disons, grossière du non-soi. Donc, pour les uns, le non-soi, donc, quand on parle de vacuité, c'est la vacuité d'un soi qui existe de manière unique, unitaire, et pour les autres, d'une manière autonome. D'après le deuxième tour de roue, donc, en fait, c'est ce qu'explique Nagarjuna. Il explique essentiellement le deuxième tour de roue, où il explique que tous les phénomènes sont vides, totalement vides d'existence intrinsèque. Donc ça, c'est la façon, c'est le mode le plus subtil d'expliquer les quatre nobles vérités. Alors c'est bien au-delà en fait de la compréhension des Vaibhashika et des Sautantrika, et qu'ils ne l'admettent pas, parce que pour eux, si on leur dit que les choses n'existent pas de manière intrinsèque, ça veut dire pour eux que rien n'existe. Les choses n'existent pas du tout. Si on leur dit que les choses n'existent pas de manière intrinsèque ou de manière inhérente,
pour eux, c'est que rien n'existe, même conventionnellement, en fait. Hein. Euh, Ils vont dire il n'y a pas de production dépendante, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de quatre polarité si on dit que que les phénomènes n'existent pas de manière intrinsèque. Donc voilà, donc c'est dans ce sens qu'il y a des débats entre eux et Nagarjuna, à propos donc de l'absence d'existence intrinsèque. Donc ici, donc le texte dit qu'il y a deux, quand on parle d'éliminer les doutes, il y a deux parties. Dans l'hommage, donc, Nagarjuna dit qu'il n'y a pas de naissance, qu'il n'y a pas de sexation, il n'y a pas de permanence, il n'y a pas d'annihilation, il n'y a pas d'aller et venu, il n'y a pas d'unique ni de différence. Donc ici, donc l'explication concerne les phénomènes impermanents. Si c'est impermanent, donc ça doit inclure en fait les 8 attributs qui sont dans l'hommage, les 8 caractéristiques. Donc pour les opposants, c'est la raison donc principale ou la raison pour laquelle les phénomènes impermanents existent de manière intrinsèque. Ils disent donc que les choses existent de manière intrinsèque parce elles ont ces 8 attributs. C'est ça qui fait leur existence. En fait, conventionnellement, bien sûr, on peut dire que tous les phénomènes impermanents rassemblent en fait les 8 attributs, tous les phénomènes impermanents. Mais ici, quand Arya Nagarjuna dit que les phénomènes sont sans cessation, sans naissance, sans production, etc., en fait, il n'y a pas de naissance intrinsèquement existante, il n'y a pas de cessation intrinsèquement existante qui existe de son propre côté. Il n'y a pas de production qui existe de manière intrinsèque ou qui existe de son propre côté. Euh, mais il ne dit jamais que la cessation, la naissance, la production n'existent pas conventionnellement. Il ne dit pas ça, qu'il n'existe pas conventionnellement. Mais les autres, c'est ce que les autres comprennent. Donc, si on dit que les choses n'existent pas de manière intrinsèque, ça veut dire qu'elles n'existent même pas conventionnellement. Le débat entre ces deux écoles, entre les Vaishika et Svatantrika d'une part et Nagarjuna. Donc eux disent que c'est pas correct de dire que les choses n'existent pas intrinsèquement parce que ça veut dire exister intrinsèquement, exister conventionnellement, c'est pareil pour eux. Donc si quelque chose existe, ça doit exister de manière intrinsèque. Tandis que pour nous, pour notre école, pour le Madhyamika en fait, pour que les choses existent intrinsèquement, hein, c'est réfuté, c'est ça qui est réfuté. Si les choses existent, elles ne peuvent pas exister intrinsèquement. Elles ne peuvent qu'exister de manière conventionnelle. Elles n'existent que conventionnelle. Donc dire que les choses n'existent pas véritablement, donc euh, on ne dit pas en fait qu'elles n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas conventionnellement. Quand on dit que les choses sont vides d'existence intrinsèque, on ne dit pas que les choses sont vides d'existence, hein, d'existence conventionnelle. Donc exister, ne pas exister de son propre côté ou être vide d'existence de son propre côté ne veut pas dire que c'est vide d'existence, d'une simple existence. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout. Quand on dit que c'est vide d'existence véritable, ça veut dire que c'est vide d'existence sans dépendre de quelque chose. Donc ça veut dire que ça existe, oui, mais en dépendance. Ça existe en interdépendance. On a deux objections. La première, c'est donc page 26. C'est deux objections qui concernent le fait que la cessation et les autres attributs ne sont pas établis par eux-mêmes. C'est ce que dit l'approche d'un paramita, dit qu'aucun phénomène
est doté d'existence véritable. Tous les phénomènes, chacun des phénomènes est vide d'une existence intrinsèque. Ici, donc, dans l'hommage de Nagarjuna, il y a dit, il n'y a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller. Ça veut dire ni cessation inhérente, ni naissance inhérente, ni interruption inhérente. Donc les érudits de ces deux écoles, Vaibhashika et Svatantrika, soulèvent des objections. Comment est-ce qu'on peut accepter le fait que la cessation ou la naissance soit vide d'existence véritable? C'est pas possible. Donc ça, c'est la première objection qu'il faut éliminer. La deuxième, c'est par rapport au nombre des attributs, de ces attributs. En fait, il y a beaucoup plus d'attributs, beaucoup plus que ces 8 caractéristiques qui sont mentionnées ici. Donc, parmi cette objection, cette deuxième objection, on parle aussi, on dit les autres. Les autres, donc, en fait, euh, s'il y a production et il y a cessation. Donc, ils disent en fait, pourquoi on met cessation avant naissance? Ça devrait être le contraire, en fait. Il devrait y avoir naissance d'abord et puis cessation après. Donc, ça, c'est aussi une objection que soulèvent les deux autres écoles contre les Madhyamikas, une objection qu'il faut résoudre, qu'il faut éliminer. Donc, je rappelle, donc, je résume les deux objections, hein. Donc, il y a deux parties dans les objections. La première partie, c'est écarter les objections qui concernent le fait que la cessation et les autres caractéristiques ne soient pas établies de manière inhérente. Et la deuxième, c'est écarter les objections concernant leur nombre, 8 ou plus, et leur ordre, la cessation avant la naissance. Donc, ça, ce sont les deux objections qu'il faut résoudre, qu'il faut éliminer. Donc, dans le texte, là, on en est à la page 13, hein. Si vous suivez le texte que Christophe a traduit en français, c'est à la page 13 pour le français et c'est la page 26 pour le tibétain. Donc, Geshe a dit qu'il est important que tout le monde, en fait, fasse les efforts pour comprendre ça, hein. Donc, si vous ne comprenez pas, vous pouvez vous exprimer, hein, de dire ce que vous ne comprenez pas. Et je dit que c'est très très important que les choses soient claires, hein. Donc ici, il y a un commentaire, une citation du grand commentaire au Madhyamaka Shastra de la Kappa, où il dit, supposons qu'un tel avance ceci. Si une qualification était appliquée, ce qui existe en accord avec la nature de l'objet et de la sagesse non contaminée, en égalité méditative, deviendrait ultimement existant. Ce serait contradictoire avec le fait que la vérité ultime existe dans cette perspective de la sagesse non contaminée. Ça serait contradictoire. Donc de ce point de vue-là, du point de vue de cette sagesse. Massa. Donc ça, c'est dans la perspective de cette sagesse non contaminée qui réalise directement la vacuité et d'après la nature de cet objet qu'est la vacuité, que pour eux, donc, dans cette sagesse n'observe que la vacuité. Il voit, voilà. Si la vacuité est perçue par cette sagesse, il doit s'en suivre que cette vacuité existe véritablement ou existe ultimement pour eux. Ils disent que il devrait y avoir une contradiction, hein. Si cette sagesse non contaminée perçoit la vacuité, cette vacuité doit exister de manière, ils doivent percevoir qu'elle existe ultimement.
Après la citation, hein, pour résumer, ce qui revient à dire ceci, si la connaissance, la sagesse en fait, qui observe la vacuité au moyen d'une perception directe réalise la vacuité, alors puisque la vacuité existe dans la perspective de cette cognition, cette vacuité devient ultimement établie. Donc, d'après cette perspective, au sein de cette perspective, si la cessation et la production, les 8 attributs, cessation, naissance, etc., devaient être perçus, être observés, ça veut dire qu'ils existent ultimement. Donc, cette sagesse qui réalise la réalité telle qu'elle ou la vacuité, son objet, est seulement donc la vérité ultime, uniquement. Et à part ça, il n'y a rien d'autre. Ils ne perçoivent rien d'autre. Donc, à ce moment-là, ça leur paraît contradictoire parce que ça voudrait dire pour eux que cette vacuité, elle existe ultimement. Soulevé contre les Madhyamika qui disent que la sagesse, en fait, perçoit la vacuité d'un arya qui est en méditation, en méditation. Et il ne perçoit l'ultime. Donc pour eux, cette vacuité, elle devient ultimement établie. Donc l'autre partie, c'est par rapport à la permanence. Dit, hormis cela, du point de vue de cette sagesse, puisqu'il y a une réalité perçue qui est telle qu'elle, en fait, donc c'est permanent. Donc ça veut dire que pour eux, la vacuité est un phénomène permanent. Donc elle ne cesse pas à ce moment-là. Il n'y a pas de cessation si cette vacuité est permanente. Puisque cette sagesse non contaminée qui perçoit la vacuité est permanente, alors il s'ensuit que la permanence est observée par cette sagesse non contaminée. Et c'est une grosse erreur. Donc je résume, du point de vue de cette sagesse qui est en équilibre, en méditation égale, elle perçoit une réalité ultime qui est inchangeante, c'est que c'est permanent. Donc c'est une contradiction. Pour eux, c'est permanent. Il y a aussi il y a l'un et le multiple. Et donc la continuité des afflictions donc serait gardée. Donc donc ils disent que si la cessation, la permanence, etc., ou l'annihilation du continuum d'affliction était observée par cette sagesse qui réalise la vacuité, alors elle serait établie intrinsèquement établie. Donc pour eux, c'est complètement incorrect. Donc c'est pour ça qu'elle dit que c'est contradictoire de dire qu'il n'y a pas de cessation, qu'il n'y a pas de naissance, parce que en fait, si on voit la vacuité, donc la vacuité, si on voit que la vacuité est permanente, en fait, il y a une permanence. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de permanence, comme c'est dit dans l'hommage. Donc ça serait contradictoire de dire que les phénomènes apparaissent, euh, donc s'il y a permanence. Donc, le point spécifique là, est que cette sagesse non contaminée qui réalise directement la vacuité a pour objet la vacuité. Donc, il y a une vacuité de ce point de vue-là. La vacuité existe. Donc, pour eux, donc, si la vacuité, ça existe de manière intrinsèque. Donc, la vacuité existe de manière intrinsèque. Donc, s'ils perçoivent la vacuité, dans cette perspective, donc la vacuité est un existant, existe de manière intrinsèque, existe de manière véritable, existe du point de vue de cette sagesse non contaminée qui réalise directement la vacuité, qui réalise le dharmata, qui réalise la réalité telle qu'elle.
Donc, pour conclure sur ce point, après la citation, ça veut dire que la cognition qui perçoit, la sagesse qui perçoit la vacuité, puisque la vacuité existe du point de vue de cette cognition, cette vacuité devient établie ultimement. Et donc, mais en fait, il n'y a pas d'erreur, parce qu'en fait, euh, il y a deux ultimes. Le mot ultime a deux sens. Donc d'abord, le premier, c'est l'ultime qui est l'ultime en termes d'objet de négation. Quand on dit les choses sont vides d'existence propre. Donc c'est une négation. Hein, c'est vide d'existence propre. C'est l'ultime. Ce n'est pas l'ultime dont on parle ici, quand on parle d'une vérité ultime. Hein. Donc en fait, il n'y a pas d'erreur parce qu'il y a deux ultimes. L'un, c'est l'ultime en termes d'objet de négation, et deuxièmement, il y a l'ultime qui est l'ultime en termes de cognition rationnelle, qui est issu des trois, c'est-à-dire l'écoute, la réflexion et la méditation. Donc, d'après pour cette sagesse, cette cognition qui perçoit le mode d'être en fait des choses, pour cette perspective, à cette perspective, donc il y a une perception de la vacuité. Et c'est la vérité ultime. Donc ça, c'est l'autre sens de l'ultime. Donc, il y a un, c'est une négation, hein, et l'autre, c'est en termes d'une cognition rationnelle. C'est ce que trouve, ce que perçoit, ce que trouve, en fait, ouais, une, la sagesse ou la cognition qui réalise la vacuité. Donc, faut bien comprendre le sens de ces deux ultimes. Donc ça, c'est à la page 28, page 13 dans la traduction et 27 dans le tibétain. Donc parmi, donc, il y a deux sens ultimes, donc puisque si c'est établi ultimement, donc cet ultime est établi du point de vue de l'objet de négation. Disent donc ça doit être trouvé du point de vue donc de la sagesse. Euh, Donc, en termes de cognition rationnelle, qui est aussi de l'écoute, de la réflexion et de la méditation. Donc, si ces huit attributs existaient de leur propre côté, et en étant véritablement établis, ils devaient être perceptibles ou perçus par cette cognition rationnelle, cette sagesse qui analyse et qui est issue de l'écoute, de la réflexion et de la méditation. Non. Quand on parle de cette sagesse issue de l'écoute, de la réflexion et de la méditation, on parle de cognition inférentielle. Hein. C'est une cognition inférentielle qui vient de la réflexion ou qui est consécutive à la méditation. Donc, elles doivent rechercher la vraie nature, hein, ces cognitions. Donc, si ces huit attributs devaient exister véritablement, alors ils seraient perçus par ces cognitions issues de la réflexion ou de la méditation. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas perçus, ils ne sont pas réalisés par cette cognition qui analyse le mode d'être des phénomènes. Hein. Cette cognition ne perçoit pas euh, ces huit caractéristiques. Donc ces huit caractéristiques, on peut dire, ne sont pas les objets d'appréhension de cette cognition rationnelle. Pour résumer, en fait, euh, d'après donc l'ultime, qui est l'ultime en relation de la cognition rationnelle, qui, qui est issue de l'écoute, de la réflexion et de la méditation, la vacuité est l'ultime. Mais par contre, d'après l'ultime, qui est l'ultime en relation de l'objet de négation, c'est-à-dire l'objet de négation, c'est l'existence véritable, la vacuité ne devient pas l'ultime. C'est là le point. Mm. Donc, il n'est pas nécessaire que... Oui, en fait, non, il y a une phrase que je vous ai lue
Donc, les huit aspects ne sont pas l'objet de la cognition rationnelle ou de la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, on parle ici de cognition inférentielle valide, hein. Donc, c'est qui perçoivent la vacuité, hein. Donc, leur objet ou l'objet appréhendé par ces sagesses, ces cognitions, c'est la vacuité. C'est que la vacuité. Il n'y a que la vacuité qui apparaît à ces cognitions. Donc, pour eux, à ce moment-là, la vacuité est la vérité ultime que euh, que ces cognitions donc perçoivent. Donc, c'est cette vacuité, c'est le vide d'existence euh, véritable. Donc, donc pour cette perspective, pour cette cognition qui perçoit l'ultime, la vérité conventionnelle n'apparaît pas. Donc, pour cette cognition valide qui perçoit l'ultime, donc il n'y a que l'ultime qui apparaît, hein. Il n'y a pas de la vérité conventionnelle ne lui apparaît pas. Donc, bien sûr, il faut que ce soit une cognition valide, hein, cognition inférentielle valide. Donc, ça veut dire qu'en fait, les huit aspects là, de l'hommage, en fait, ne sont pas l'objet de la cognition rationnelle ou de la sagesse qui réalise la vacuité, puisque le seul objet que perçoit cette sagesse est la vacuité. En résumé, dit le texte, si quelque chose est trouvé à l'issue d'une recherche par la cognition rationnelle, l'objet recherché lui-même n'a pas besoin d'être trouvé. Donc c'est un point très très important. Ça veut dire que ces huit attributs, en fait, la cessation, la production, la naissance, etc., si on les cherche vraiment, on ne va pas les trouver. Si on recherche vraiment qu'est-ce que c'est que le véritable référent de la fleur, par exemple, on ne va pas trouver ce référent, hein. Donc, si on recherche vraiment ce qu'est une fleur, en fait, on ne va rien trouver. Donc, si on le cherche, on ne le trouve pas. Donc, si on n'analyse pas, en fait, on va trouver. Mais si on analyse, on ne le trouve pas. Quand on dit mon corps, par exemple, euh, on peut chercher ce qu'est le corps, effectivement, hein. Mais si vous cherchez vraiment le véritable référent du corps, ce qu'on entend par corps quand on dit ça, on ne trouve rien, hein. Euh, on le trouve que si on n'analyse pas. Mais dès qu'on passe à une analyse, en fait, eh bien, on ne trouve rien. On- Sinon, on peut dire, bien sûr, mon esprit dépend de mon corps, on parle de choses comme ça, de relations, bien sûr, c'est OK. Si on n'analyse pas les choses comme ça, si on n'analyse pas le mode d'être des choses, on va dire que ça existe comme ça, une dépendance. Mais si on cherche vraiment comment les choses existent, en fait, on ne trouve pas d'essence, on ne trouve pas un référent essentiel, on ne trouve pas ce que l'on cherche, en quelque sorte. Donc on en est en haut de la page 14 maintenant, dans la traduction, quand on parle de la fleur, hein. Quand l'essence de la fleur est recherchée pour déterminer si oui ou non la fleur existe, selon son propre mode d'existence, cette fleur n'est pas trouvée. Un autre exemple, c'est par exemple si quelqu'un est en colère. Quelqu'un est en colère contre vous, alors vous pouvez vous allez être en colère contre cette personne parce qu'elle est en colère contre vous, mais si vous regardez, si vous cherchez vraiment qu'est-ce qui vous met en colère contre cette personne, vous allez bien sûr trouver toutes sortes de choses. Vous dire, par exemple, cette personne m'a insulté, a dit du mal de moi. Et mais si vous cherchez, qu'est-ce que c'est que cette insulte? C'est quoi? C'est un son, en fait, hein. Donc, le son, c'est pas la personne. Alors, vous allez dire, bah, ça peut être son visage ou la façon dont cette personne agit. Mais si vous cherchez vraiment
Où est cette personne en colère? Cette personne en colère sur son visage, en fait, on ne trouve pas, parce que le visage n'est pas la personne. Le comportement, c'est pas la personne. Donc, voilà, si on ne cherche pas, bien sûr, le mode d'être des choses, bien sûr, on va dire que cette personne se comporte comme ceci, donne proclame des insultes, mais en fait, c'est pas la personne. Hein. La personne n'est pas son corps, c'est pas son esprit. Hein. Si on cherche vraiment où est la personne qui vous met en colère, vous ne la trouvez pas, ni dans son corps, ni dans son esprit. Donc, en fait, ce que le texte dit, hein, en fait, c'est ça, en gros. Si quelque chose est trouvable, lorsqu'il y a une recherche par cette connexion rationnelle, cette chose n'a pas besoin d'être trouvée. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que vous cherchez quelque chose, vous êtes obligé de le trouver. Euh, Ça veut dire que vous ne trouvez pas l'objet, en fait, que vous étiez en train de chercher. Et ce que vous trouvez, c'est sa vacuité. En fait. C'est la vacuité de cet objet que vous recherchez. Hein. Avec les 8 attributs. C'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose, hein, comme pas une analyse conventionnelle, mais dans une analyse ultime, donc vous n'allez pas trouver l'objet que vous recherchez dans cette analyse ultime. Et donc, on revient à page 13. Donc, en résumé, si quelque chose s'est trouvé à l'issue d'une recherche par la cognition rationnelle, l'objet recherché lui-même n'a pas besoin d'être trouvé. Par exemple, si une connexion veut une enquête de savoir si une fleur est établie de manière inhérente ou non dans un contexte, etc. Donc, c'est ce qui est exprimé au bas de la page 13. Donc, par exemple, si une cognition rationnelle cherche si la fleur est établie de manière inhérente ou non, dans le contexte où, sans se satisfaire de sa simple apparence, ce qui est recherché n'est pas l'expression telle que fleur, mais quand l'essence de la fleur est recherchée pour déterminer si oui ou non la fleur existe selon son propre mode d'existence ou son mode de subsistance. Même chose, hein, existence ou subsistance. Cette fleur n'est pas trouvée, en ce sens que le référent du terme fleur n'est pas trouvé à l'issue de cette recherche au niveau ultime. Ou encore, ce qu'on trouve donc, c'est la vacuité de la fleur. Hein. Donc, ce n'est pas satisfait du nom fleur. On cherche vraiment ce qu'il veut dire, quel est son référent, et donc on va, on ne va pas le trouver. On va trouver la vacuité d'existence véritable de ce référent que l'on recherche. Donc ici, le texte continue, dit par conséquent, là, presque en haut de la page 14, par conséquent, quand l'ultime, qui est l'ultime en termes de cognition rationnelle, effectue une recherche comme la recherche d'une fleur, c'est-à-dire qu'on recherche la vraie fleur, la véritable fleur, si elle devait la trouver en fonction de cette investigation, alors la fleur deviendrait de fait établie véritablement. Ça serait sa vraie nature. Et puisqu'elle n'est pas trouvée au moyen d'une telle recherche ultime, c'est le mode d'être de la fleur qui est trouvé. C'est exactement ça le point ici. Donc si on cherche en fait la fleur et qu'on n'est pas satisfait par le simple nom de la fleur, mais qu'on cherche le véritable référent de la fleur, ou qu'on cherche le moi, le je, qu'on cherche vraiment quel est le référent de ce je, et on cherche vraiment qui est ce moi, qui est ce je auquel on pense, hein, quand on parle, quand on dit je.
si on n'est pas satisfait du mot je, donc on va chercher dans les agrégats, on va chercher dans le corps et l'esprit. On ne peut pas chercher à l'extérieur. Donc, est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est les parties du corps? Est-ce que c'est l'esprit? Donc, il faut analyser qu'est-ce que le, qu'est-ce que le je, qu'est-ce que le moi, qu'est-ce que la personne. Et il est impossible de le trouver euh, au terme de cette analyse ultime, de cette investigation ultime. Ça veut dire que si on cherche vraiment quelque chose, en fait, on ne va jamais trouver le véritable référent. Ce qu'on va trouver, en fait, c'est sa vacuité d'existence véritable. Donc le texte dit, si on n'est pas satisfait par la simple apparence, en fait, de la chose, hein, tout ce qui apparaît, si on n'est pas satisfait parce que c'est le mode d'apparence et qu'on ne veut pas rester sur ce mode d'apparence, mais qu'on cherche ce qu'il y a derrière, en fait, on ne va pas trouver, hein, on ne va rien trouver. Par exemple, j'essaye de vous voir tous, et qu'est-ce que je vois? En fait, je vois des visages, je ne vois pas votre esprit, je vois que des visages. Est-ce que vous êtes votre visage? Si vous cherchez la personne, est-ce qu'on peut dire que la personne n'est qu'un visage? Donc, on ne peut pas, ça montre qu'on ne peut pas trouver vraiment, la chose telle qu'elle nous apparaît, en fait. Tout ce qui apparaît, ça nous apparaît comme si ça existait véritablement. Mais si on cherche vraiment, si on cherche, si on analyse, est-ce que ces phénomènes existent exactement de la manière dont ils nous apparaissent, on va trouver que c'est pas le cas. C'est jamais le cas. Que bien que la fleur soit ce qui est recherché, si c'est la cognition rationnelle analysant la finalité qui analyse, qui investigue, mm, mm, donc si elle investigue si la fleur a une essence ou pas, elle va, elle va rechercher donc si la fleur a une essence ou non, et son mode d'être en fait, son mode d'existence de cette fleur au niveau phénoménal. Donc, quand on cherche le référent, si on n'est pas satisfait par la simple apparence, en fait, si on va essayer d'aller plus loin que l'apparence et qu'on cherche quelque chose qu'il y a derrière cette apparence, en fait, on cherche ce qu'on va trouver, c'est le mode d'être de la fleur. Et donc, mais on ne trouve pas la fleur, hein. On va trouver son véritable mode d'être, son mode d'existence. On ne va pas trouver la fleur. Donc, si on, si on cherche si les choses existent de la manière dont elles nous apparaissent, on va dire, on va voir que non, que c'est pas le cas, hein. On peut, voilà, au simple niveau de l'apparence, en fait, on ne peut pas se satisfaire de la simple apparence. Et si on recherche vraiment le référent de cette apparence, eh bien, ce qu'on trouve, c'est la vacuité de l'apparence, c'est-à-dire le mode d'existence véritable de cette apparence. Mais on ne trouve pas le genre en question. Donc la fleur, etc., tout ça, c'est établi, on dit que c'est en termes de vérité conventionnelle, au niveau de la vérité conventionnelle, hein, seulement. Donc après, donc, on va, on va, on va voir, on va chercher la vacuité de la vacuité, le mode d'existence du mode d'existence. Donc, quel est le mode d'être de la fleur? Est-ce qu'il y a un mode d'être de la fleur qui est différent de sa simple existence conventionnelle, hein? Donc, et là, donc, quand on va trouver cela, on va trouver la vacuité, et ça va nous amener donc à la vacuité de la vacuité. Parce que la vacuité ne peut pas être perçue comme existant véritablement.
Donc, ça va nous amener à percevoir de la vacuité de la vacuité. En tibétain, on est à la page 27 au bas de la page, où donc on cherche le mode d'être de ce qui nous apparaît. Donc ça dépend en fait de l'objet, de ce qui, des phénomènes qui qualifient en fait cet objet. Donc, pour la plupart d'entre vous, en fait, vous avez déjà entendu parler cette expression vacuité, de la vacuité. Donc, si on cherche vraiment la véritable nature, le mode d'être de la vacuité, on ne va pas trouver la vacuité, on va trouver la vacuité de la vacuité. On va passer à la page 28. Tibet. Donc, dans le texte en français, on en est au deuxième paragraphe. Ainsi, ce qu'on appelle le mode d'être de la fleur, à part le fait d'être simplement posé en termes conventionnels, n'est pas établi véritablement. Donc, ensuite, page 28. Si la vacuité était établie véritablement, alors en posant cette vacuité elle-même comme objet d'analyse et en recherchant son essence, on devrait pouvoir la trouver. Ou fondée sur le fait qu'elle n'est pas trouvée, mais que c'est sa vacuité d'existence intrinsèque, ce qu'on trouve en fait, qui est trouvé, nous sommes capables de comprendre que même la vacuité donc n'existe pas de manière véritable. Pour résumer, en fait, donc, si on trouve en fait la vacuité de la fleur ou la vacuité du jeu, et si ensuite on recherche cette vacuité de la fleur ou du jeu ou de n'importe quel objet, on ne va pas la trouver non plus. On ne trouve pas l'objet, mais on ne trouve pas non plus la vacuité de l'objet. C'est ça le point. Important. Donc, si on cherche vraiment ce qu'est la vacuité, donc on ne va pas trouver non plus la vacuité. Donc, mais en général, donc, bien sûr, ça existe, les 8 attributs existent. Il faut qu'ils soient là, donc, pour que nous pouvions parler de phénomènes composés, hein, de phénomènes conditionnés. Hein. S'il n'y a pas de cessation, s'il n'y a pas de naissance, etc., comment peut-on parler de phénomènes composés? Donc, c'est la même chose pour notre corps. Notre corps, en fait, dépend aussi de nombreuses parties. Donc, si on cherche vraiment ce qu'est le corps, on ne trouve pas le corps, on va trouver les parties. Mais les parties ne sont pas le corps, etc., etc. Si on cherche- Et donc, c'est la même chose avec les phénomènes composés. Tous les phénomènes composés, si on les cherche vraiment, on ne trouve pas. On ne trouve pas ces attributs non plus, leurs attributs, leurs composants. Même chose que la colère, comme on a dit tout à l'heure, hein, ou l'attachement. Hein. Quand ça arrive, quand ça se produit dans notre esprit, analyser qu'est-ce qui produit en fait cette colère ou cet attachement. Comment est cet objet? Analysez ça. Hein. Si vous voulez vraiment trouver cet objet qui suscite l'attachement, vous n'allez pas le trouver non plus. Donc en fait, toutes ces, en dehors de ces conceptions, de ces processus mentaux, en fait, là, qui sont en fait des conceptions mentales par rapport aux objets, en fait, c'est tout ce qu'on trouve. Mais on ne trouve pas l'objet lui-même, on trouve aucun objet d'attachement, aucun objet de colère. On ne trouve que des concepts par rapport à ces objets de colère ou d'attachement. Dans le texte, si on suit le texte traduit, hmm, non. Quand l'ultimate, quand on parle de la cognition rationnelle, hein, c'est une sagesse en fait
produite par la réflexion, la méditation, hein. C'est une cognition, une connaissance en fait qui analyse. Mhm. Voilà, on parle de cognition rationnelle, c'est-à-dire une connexion, une conscience en fait qui analyse. Conscience analytique, si vous voulez. Donc c'est une connaissance analytique qui analyse la vacuité, qui réalise la vacuité. Donc quand l'ultime qui, qui est une cognition analytique investigue le mode d'être de l'objet lui-même, du substrat, hein, qui est à la base qualifié en fait par cette vacuité, cette simple absence d'existence intrinsèque ou encore cette simple vacuité d'existence véritable trouvée à l'issue de l'investigation est le mode d'être du substrat, c'est-à-dire du phénomène qualifié qui dépend du substrat. Donc, on recherche donc c'est le mode d'être de la fleur, par exemple. Ça veut dire on recherche ce qui est véritablement une fleur. Et on trouve donc son mode d'être. Donc son mode d'être dépend de la fleur, hein, parce que c'est le mode d'existence, en fait, de la fleur, hein. Donc il y a une dépendance. Donc il faut comprendre, dit Sassante, qu'il n'y a pas de mode d'existence du mode d'existence lui-même, en fait. On ne peut pas trouver un mode d'existence en soi ou par soi. C'est, par exemple, quand on cherche le moi, le corps, la personne, etc., si on le recherche vraiment, ce qui est là, en fait, on analyse, on analyse, on analyse sans arrêt. Euh, on, on- on a, on fait de nombreuses analyses et à force d'analyser, on va réaliser la vacuité avec cette conscience analytique. Et cette conscience analytique ou cette sagesse qui réalise la vacuité, et cette vacuité qui est réalisée dépend en fait du phénomène que l'on a analysé, du phénomène qui est caractérisé par cette vacuité, hein, ce qu'on appelle le substrat. Donc ça veut dire que la vacuité est elle-même un vide d'existence véritable, hein. Si on recherche vraiment quelle est ce mode d'être, en fait, on ne trouve pas un mode d'existence en soi, puisque ce mode d'existence, en fait, dépend du substrat, dépend de l'objet qui est qualifié par ce mode d'être que l'on a trouvé. Donc, il n'y a pas de mode d'être, en fait, en tant que mode d'être en tant que tel. Donc, nous en sommes à la fin du paragraphe, du deuxième paragraphe. Le texte parle ensuite de l'objet de la réification, en fait, de l'objet de réification ou prolifération conceptuelle. Donc, il y a 8 types de réification, de prolifération conceptuelle. Donc, il y a la prolifération conceptuelle de l'existence véritable. Il y a la conception, la prolifération conceptuelle de la conventionnalité ou du sujet de l'objet comme étant différent d'une dualité. Donc, quand on parle de réalisation directe de la vacuité, en fait, c'est, c'est libre en fait de réification. C'est libre d'élaboration conceptuelle, hein, cette réalisation directe. Elle est non conceptuelle, hein. Toutes ces conceptions, en fait, ont disparu, ont été dissipées, en fait, par cette perception. Donc, les essentialistes, les Vaibhashika et les autres, en fait, ainsi que les Shitamatras, les Madhyamika Svatantrika aussi, comment elles expliquent donc, en fait, ces 8 objets de réification. C'est ce qu'on voit dans le paragraphe suivant. Voyons ensuite la manière d'expliquer cet enseignement des 8 objets de réification, c'est-à-dire la cessation, la naissance, la permanence, etc., de la part des essentialistes. Donc les essentialistes, c'est les Shitamatrins et aussi les Madhyamika Svatantrika, en dessous des Prasanghika.
jusqu'au Madhyamika Tantrika, en fait, affirme, en fait, comme ça dit sa sainteté, qui dit que nous appréhendons tous les phénomènes que comme existant du côté de l'objet. Ils ont une existence objective. Et le fait qu'ils existent du côté de l'objet, tel que nous les appréhendons, tel que nous les percevons, est la preuve que la naissance, la vieillesse, etc., les 8 caractéristiques existent. Tous ces attributs existent pour eux. Donc, c'est la preuve, en fait, qu'ils existent intrinsèquement. C'est que parce que, en fait, nous les appréhendons comme ça, du côté de l'objet. Donc, ça, c'est la preuve, en fait, qu'ils existent, puisque nous les appréhendons. Nous appréhendons des caractéristiques. Donc, en fait, ils disent que puisqu'on appréhende les phénomènes du côté de l'objet, c'est le fait qu'ils existent du côté de l'objet tel que nous les appréhendons, c'est la preuve qu'ils existent. Que la naissance, etc., la vie. Peut-être que ouais, je devrais, pour vous éclairer un petit peu, vous dire que les adeptes, les Vaibhashika, les Svatantrika, les Madhyamika, Svatantrika, en fait, disent en fait que l'existence par ses propres caractéristiques et l'existence de son propre côté, c'est la même chose. Et que ces deux modes d'existence, de par ses propres côtés, ou de par son propre côté, de par ses propres caractéristiques, ça existe véritablement. On peut prendre un exemple. Par exemple, parfois les enfants aiment jouer des tours. Voilà. Par exemple, ils mettent un serpent en plastique par terre et quand les gens arrivent, ils sont surpris, ils ont peur en voyant ce serpent en plastique. Ils le prennent pour un vrai serpent, mais il n'y a pas de vrai serpent, c'est juste un morceau de plastique, c'est un jouet en fait. Mais comme ça apparaît de manière colorée, ça nous apparaît de manière par méprise en fait, hein, comme on se méprend sur cet objet. Donc on a peur. Hein. Mais si on se rapproche, si on regarde de près, on va voir que c'est du plastique et on va dire qu'il y a, c'est pas du tout un serpent. Il y a pas, donc et alors à ce moment-là, on est libéré de la surprise ou de la peur ou on n'a plus peur du coup quand on l'a analysé, quand on appréhende la vérité. Donc ça veut dire qu'en fait les choses, on les appréhende d'une certaine manière, mais elles peuvent exister d'une autre manière. Hein. Donc c'est pour répondre à ces écoles en fait. Les choses apparaissent comme si elles existaient véritablement, mais c'est pas leur mode d'existence. Leur mode d'existence est complètement à l'opposé de ça. Elles sont vides d'existence propre, vides d'existence de leur propre côté. Et donc, si on réalise cela, euh, si on comprend ça, à ce moment-là, on ne peut plus avoir de perturbation mentale, parce qu'il n'y a plus de cause de perturbation mentale, et on sera libéré des perturbations mentales. Donc, l'exemple, on peut dire aussi que tous les phénomènes sont comme ça, comme cet exemple, comme le serpent, en fait, l'exemple du serpent. Ils n'existent pas de la manière dont ils nous apparaissent. Ils apparaissent, en fait, il y a un mode d'appréhension erroné, en fait, de l'apparence. Et c'est la même chose pour le temps. En fait, quand on parle des 3 temps, on va parler, par exemple, aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, par exemple, en 24 heures. Aujourd'hui, c'est peut-être 24 heures, mais parmi ces 24 heures, il y a une bonne partie qui est partie. Il en reste quelques-unes encore, je crois. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est 24 heures, mais en fait, il ne reste plus 24 heures, il reste peut-être 4 heures. Hein. Mais dans le futur, il y aura encore d'autres heures qui vont arriver. Donc, où est aujourd'hui exactement? Hein, jusqu'où ça va? Hein. Donc, on peut aussi parler des 3 temps. Hein. Si on cherche les 3 temps, hein, on parle le présent, le passé, le futur, et ils dépendent les uns des autres, en fait.
c'est en dépendance du présent, en fait, quand on parle du futur ou du passé. S'il n'y a pas de présent, en fait, comment on peut parler du futur ou du passé? Donc tous les trois, en fait, dépendent les uns des autres. Si on cherche vraiment qu'est-ce que c'est le présent parmi les 24 heures, parmi les heures, parmi les minutes aussi, parmi les secondes aussi. On va dire le présent, en fait, c'est une seconde. Mais si on recherche dans la seconde, on va pas trouver le vrai, le moment présent. C'est complètement introuvable, hein. Donc, si on cherche, si on analyse exactement qu'est-ce que le présent, en fait, il semble, le présent, le futur, ça paraît vraiment important, ça paraît extrêmement grand, mais c'est impossible à trouver, hein. Si on parle même le passé semble très très vaste, mais il est introuvable, hein. Donc aujourd'hui, les trois temps, le faux serpent en fait, euh, dès on peut analyser ces exemples, et ces exemples nous permettent de comprendre vraiment la différence donc entre le mode d'être et le mode d'apparaître. Donc, les Vaibhashika jusqu'au Madhyamika Tantrika continuent dans leur argumentation et disent donc, que si ce n'était pas le cas que les choses existent véritablement euh, sans exister du côté de l'objet, alors tous les phénomènes seraient comme des inventions mentales, des inventions de l'esprit. Les phénomènes ne seraient rien d'autre que des fabrications conceptuelles, n'auraient pas d'existence. Elles seraient uniquement imaginées par l'esprit et simplement imputées par des concepts, hein. Si on dit, par exemple, que le blanc est noir, ou que cet homme ou cette personne est un Bouddha, il s'en trouverait que cet homme deviendrait un Bouddha, hein. On pourrait dire tout ce qu'on veut, en fait, hein. Tout serait vrai si les choses n'existaient pas véritablement. Tout serait fabriqué par l'esprit si ces choses n'existaient pas véritablement, hein. Ça serait, on pourrait dire n'importe quoi. Tout est n'importe quoi. Donc ça, c'est l'argument des essentialistes, hein, qui disent que si les choses n'existaient pas véritablement de leur propre côté, il s'en suivrait qu'on pourrait dire n'importe quoi, que tout serait des fabrications mentales, que tout serait imaginé par l'esprit. Mm. Donc on dit que les choses existent comme des simples apparences, mais pour les Svatantrika, les Shittamatra et jusqu'au Vaibhashika, jusqu'au Prasangika, euh, Madhyamika Svatantrika, tout serait fabriqué par l'esprit. Tout ce qui est fabriqué par l'esprit existerait. On pourrait dire que le blanc est noir, que le noir est blanc, que cet homme est un Bouddha. C'était un être ordinaire, on pourrait dire que c'est un Bouddha. Et il s'en suivrait que cet homme deviendrait un Bouddha, hein. Ça serait vrai. Mais les Prasangika donc, répondent que ce n'est pas cohérent, hein, car par la nature des choses donc, correspondent à la façon dont elles nous apparaissent, hein. Ça veut dire qu'il faut qu'elles existent vraiment. De, euh, elles ne sont pas, ce ne sont pas simplement des apparences, en fait. Elles, si on prend un exemple, par exemple les trois temps, on peut dire que euh, on peut dire que ce sont des simples apparences parce qu'en fait, si puisqu'elles dépendent les unes des autres, en fait. Si on cherche vraiment ce qu'est le présent, eh bien, on ne trouve pas. Et si on le décompose en minutes, en secondes, etc., on va jamais rien trouver. On va pas trouver le moment présent. Donc, il y a toujours une dépendance. Donc, si on recherche vraiment ce qu'est le présent, il faut vraiment se référer au passé, il faut se référer au futur, et c'est pareil pour les autres temps. Si on veut parler du passé, eh ben, c'est par rapport au présent. Si on parle du futur, ça va dépendre aussi du présent. Donc, tout ça, en fait, ces trois temps, en fait, ça veut dire qu'elles n'existent pas de leur propre côté. Ils sont désignés par l'esprit. Ils sont
conceptuellement désigné. Et ça, c'est c'est leur nature, mais pour les prasangikas, pour les svatantrika, ce n'est pas correct. C'est pas consistant, c'est pas cohérent de dire ça. Hein. Puisque pour à ce moment-là, on pourrait dire n'importe quoi. Donc, ces écoles, donc ces tenants, disent en fait que ce n'est pas cohérent en fait de dire que tout est fabriqué par l'esprit, puisque en fait on pourrait dire que le blanc est noir et que le blanc est noir et que le noir est blanc. Il n'y aurait pas de cohérence en fait. Donc on en est à la fin, au bas de la page 14, et les Prasangika vont dire en fait, mais non, en fait, les phénomènes dépendent de causes et de conditions concordantes. Ils ne naissent pas de causes et de conditions discordantes. Hein. Les conditions ont une véracité et la production de leurs effets respectifs est aussi vraie. Hein. Donc il faut qu'il y ait une consistance, en fait, une cohérence entre les causes et les conditions. Si c'était simplement désigné par la conception mentale, donc ça ne marcherait pas. Il faut que l'existence, en fait, il y ait une véracité et que donc la réalité en fait de cette véracité fait en sorte que les objets ont leurs propres caractéristiques. Et s'ils n'avaient pas cette véracité, alors il n'y aurait eu qu'une vérité hein, dans les objets. Et donc ni les donc sinon donc ce serait de pure fabrication mentale. Hein. Euh, la production et la cessation n'auraient pas la capacité d'être opposées hein, si on disait n'importe quoi. Mm. Donc en fait les choses n'existent pas intrinsèquement par leurs propres caractéristiques. Hein. Donc pour les écoles inférieures, donc la seule preuve qu'ils ont donc pour dire que les choses existent véritablement ou de manière intrinsèque, que c'est que si elles n'existaient pas de par leurs propres caractéristiques, si elles n'étaient pas établies par leurs propres caractéristiques, en fait, ça serait de simples projections mentales, de simples productions mentales, et tout pourrait être posé. Et mais les prasangika répondent qu'il faut quand même qu'il y ait une véracité dans les causes et les conditions pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Donc leur preuve, en fait, ne prouve rien. En fait. Si on a page 29, ensuite, euh, la vieillesse, la singularité, la différence, la production et la cessation euh, doivent être cohérentes. Bien que tous ceux qui acceptent l'existence du côté de l'objet posent cette existence objective comme étant la preuve principale du fait que la naissance, la vieillesse, les singularités, les différences, les 8 attributs, etc., soient cohérents, euh, donc ces 8 attributs, en fait, et les probandum, c'est-à-dire ce qui doit être prouvé, hein, ce qu'il faut prouver, tel qu'une pousse n'est pas établie de manière inhérente, ni aucune preuve telle que la production et la cessation n'est établie de manière inhérente. Donc ni ce qui doit être prouvé, ni la preuve elle-même n'existe de son propre côté. Hein. Euh, donc il y a entre ce qui est établi et ce qui permet d'établir. Hein. La preuve et ce qui est prouvé, en fait, n'existent, doivent dépendre l'un de l'autre. Hein. Donc, une graine doit dépendre de la pousse et la pousse dépend aussi de la graine. Hein. Donc, la production de la pousse dépend de la pousse, en fait. Donc, les caractéristiques des choses, en fait, sont reliées. En fait. Il y a une dépendance mutuelle entre
entre, par exemple, la pousse et les 8 attributs, comme la naissance, la cessation, n'existent pas de leur propre côté. Si on parle de cessation ou de naissance de la pousse, il y a une dépendance mutuelle entre la naissance et la pousse. Les- les- on peut appliquer ça au corps, quand on parle des attributs aussi, hein, les parties et le corps, en fait. On peut dire que le corps dépend des parties et que les parties dépendent du corps. Ensuite, le texte. Donc, ce n'est pas simplement satisfait par l'apparence, en fait. Si on cherche vraiment ce qu'est un être humain, c'est ça, en fait, le résumé, en fait, ce qu'on a dit. On ne peut pas trouver un être humain parmi les agrégats. On ne peut pas dire que l'être humain est le corps, parce qu'un être, voilà, un être humain a besoin d'un corps, et un corps dépend aussi d'un être humain. Mais donc, il n'existe pas euh, de leur propre côté. Donc, l'être humain et l'esprit humain ont besoin l'un de l'autre, hein. Donc, en fait, en résumé, lorsqu'on dit qu'une cognition qui cherche correctement si n'importe quel phénomène existe ou non du côté de l'objet, doit le trouver s'il existe objectivement et qu'elle ne le trouve pas, alors l'existence de côté de l'objet est réfutée. Donc, c'est ce qui est dit à la page 15 ici. En résumé, lorsqu'on dit qu'une cognition qui cherche correctement si n'importe quel phénomène existe ou non du côté de l'objet doit le trouver s'il existe objectivement. Et si elle ne le trouve pas, alors l'existence du côté de l'objet est réfutée. Donc, comme cette analyse ne le trouve pas, donc c'est réfuté. Donc, il y aura une explication dans le chapitre 24 des stances fondamentales qui montrera donc la distinction qu'il y a entre exister et ne pas exister en fonction des deux cognitions qui sont d'une part donc la sagesse non conceptuelle et ce qui n'existe pas en accord avec la nature de son objet, et d'autre part la perspective conventionnelle de ce qui existe en dépendance d'elle. Donc voilà, deux types de contextes en fait. Une sagesse non contaminée qui réalise directement la vacuité. Donc la vérité conventionnelle n'est pas perçue de ce point de vue-là par cette sagesse. Ça ne veut pas dire que la conventionnalité n'existe pas parce qu'elle peut être observée par une cognition conventionnelle valide. Donc ça, c'est ce que ils seront expliqués plus loin donc dans le chapitre 24 des stances fondamentales de Nagarjuna. Comme on l'a vu dans cette partie du texte, en fait, comme le Bouddha l'a expliqué dans le Sutra de la Prajnaparamita, et comme Nagarjuna le confirme dans son image des stances fondamentales, il n'y a pas de cessation, pas de production, etc., au niveau ultime, hein. Donc c'est comme ça que qu'ils vont éliminer les objections par rapport à ces points-là. Et donc c'est ce que l'on traite le texte ici. Ensuite, nous verrons la deuxième objection, écarter l'objection concernant le nombre, leur nombre et l'ordre de ces attributs, hein, de ces 8 attributs, et l'ordre dans lequel ils sont formulés. Donc là aussi, il y a une objection des écoles inférieures au Prasangika. Donc c'est la deuxième partie, hein, des objections. On vient de voir la première, on a terminé la première. Donc là, c'est la deuxième. Écarter les objections concernant leur nombre et leur ordre de ces caractéristiques, de ces 8 caractéristiques. Donc, concernant les phénomènes qui sont ces attributs, la cessation, etc.,
Lorsqu'on parle en général de production, de naissance, il doit d'abord y avoir naissance et ensuite cessation. Or, dans notre présent contexte, il y a d'abord la cessation, qui est nommée ici, et ensuite il y a la naissance dans l'hommage. Hein. Donc la cessation vient avant la naissance. Donc l'objection qui est adressée ici, c'est par rapport à une base et à une temporalité, telle qu'une pousse, par exemple. Donc un moment séquentiel. Donc bien que l'ordre correct de la survenue soit tel que celle-ci soit d'abord née, il faut d'abord qu'elle soit née d'une graine pour pouvoir cesser ensuite. Donc l'image indique en fait sans cessation, sans production, comme si la cessation était avant la production, avant la naissance. Or, en mentionnant d'abord la cessation, n'y a-t-il pas une confusion quant à la séquence? Hein. C'est l'objection donc soulève, qui est soulevée par les autres écoles. Donc, il devrait y avoir donc la naissance avant la cessation et non pas l'inverse. Mais donc, non. Alors que dans l'hommage, on a le contraire. On a d'abord cessation et on a ensuite naissance. Donc, la partie opposée donc dit qu'il y a une erreur là, dans cet hommage, dans cette présentation. Donc, on est au bas de la page 29 en tibétain. La question, donc, c'est par rapport à la séquence. Hein, et les Prasangika disent qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute ici, car il ne s'agit pas ici d'évoquer la production et la cessation conventionnelle. Hein. Mais dans le cas où la production et la cessation relèveraient de la nature véritable d'un substrat comme une pousse ou une fleur, si ça existait véritablement établi en tant que fleur ou pousse, alors puisque la cessation et la production seraient établies véritablement, alors la production existerait de manière indépendante et sans aucune relation, de telle sorte que la production ne dépendrait pas d'autres causes et d'autres conditions. De même, la cessation serait sans relation avec des causes et des conditions, et donc la cessation n'aurait aucun rapport avec la production. Donc ici, on ne parle pas en fait au niveau conventionnel de la naissance ou de la cessation voilà, qui apparaissent de manière dans un ordre spécifique. Donc ici, c'est pas une erreur en fait. Hein. C'est parce qu'on ne se situe pas au niveau conventionnel, hein, au niveau de l'existence véritable. Donc si la cessation, la production existait véritablement, de manière intrinsèque de par leur propre côté, euh, c'est-à-dire ça voudrait dire en fait qu'elles ne dépendent pas de quoi que ce soit. Alors à ce moment-là, bien sûr, on aurait la naissance avant la cessation parce que la naissance existerait véritablement, ça serait, la cessation existerait véritablement, ça serait sa véritable nature, elle existerait sans dépendre d'une production ou d'une naissance antérieure. La cessation existerait d'elle-même, elle n'aurait pas besoin en fait d'une naissance, il n'y a pas besoin que quelque chose soit né pour que ça la cesse. Donc on va s'arrêter là à la page 30, au début de la page 30, fin de la page 29. C'est OK si on arrête là? Ouais, donc on arrête là. But mageba nam geguji geba namba mebaya wonigondi perwa sho talonde wa malu jungwene chenezi wa tezing yatsu shapasti bardo tengyo chik. Merci de cela, merci à tous. Merci, merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Gracias.